L'information, le journal magazine. On retrouve Gabriel Haddad, Gabriel Attal, pardon. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre page Facebook et notre site internet radioj.fr. Une quinzaine d'Israéliens sont actuellement mis en quarantaine sur un bateau de croisière japonais près du port de Yokohama. Au moins 10 passagers sur les 3700 que compte le navire sont contaminés par le nouveau coronavirus. Tsahal a riposté cette nuit à 3 tirs de roquettes sur Israël. L'armée a visé un site de fabrication d'armes. L'alerte avait retenti dans la ville de Netivot et dans des localités alentours. En France, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré hier soir que Mila et sa famille étaient sous protection policière. Il a également rappelé le droit au blasphème en France. Nous parlerons de cette affaire avec Gilles Clavreul, cofondateur du think tank l'Aurore et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Radio J. Au moins une quinzaine de personnes sont actuellement sur un bateau de croisière japonais, sont contaminées par le nouveau coronavirus, ont annoncé aujourd'hui les autorités japonaises. Plus de 3700 passagers et membres d'équipage à bord seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Parmi les personnes à bord se trouvent entre 15 et 17 Israéliens qui ont été placés en quarantaine et n'ont pas l'autorisation de quitter leur chambre, selon le site d'information Ynet. Nicole Ben David, une passagère israélienne du navire, a déclaré que l'équipage leur fournissait de la nourriture et des boissons, mais que certaines personnes âgées craignaient de manquer de médicaments et que cela pourrait mettre leur vie en danger. Nous nous sentons impuissants en raison du manque d'informations. Des hélicoptères survolent la zone toute la journée. Heureusement que nous avons une chambre avec balcon et que nous pouvons respirer un peu d'air frais, a ajouté Nicole Ben David. Le président chinois Xi Jinping a déclaré par ailleurs aujourd'hui que le contrôle du coronavirus était actuellement à un stade crucial. Les autorités doivent empêcher l'épidémie de se propager, a indiqué l'agence de presse Xinhua, citant le président chinois. Le bilan s'élève désormais à 490 morts en Chine continentale et à plus de 24 000 cas confirmés de contamination. Tous les visiteurs entrant à Hong Kong en provenance de Chine continentale seront à présent soumis à partir de samedi à une période de quarantaine obligatoire de 2 semaines afin d'endiguer la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé la chef de l'exécutif local. Le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo a admis que l'épidémie de coronavirus qui gagne en ampleur en Chine était un motif d'inquiétude extrême. Nous sommes extrêmement inquiets dans le sens où l'avancée de l'épidémie pourrait tempérer l'intérêt et l'enthousiasme pour les Jeux Olympiques, a-t-il expliqué lors d'une réunion du Comité international paralympique. Et en France, les 6 patients hospitalisés après avoir été contaminés par le nouveau coronavirus sont tous dans un état stable, mais ne sortiront pas tant que le virus reste présent dans leur organisme, a déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les tensions entre le Hamas et Israël se poursuivent. Tsahal a riposté cette nuit à l'envoi de 3 roquettes sur Israël. Les explications, Daniel Haïk de Jérusalem. Selon les forces de sécurité israéliennes, les 3 roquettes se sont abattues sur des terrains vagues dans la proximité de la ville de Netivot. En riposte, l'armée de l'air israélienne a bombardé tôt ce matin des positions du Hamas. Au cours des derniers jours, 13 roquettes palestiniennes ont été tirées en direction d'Israël, auxquelles il faut rajouter de nombreux ballons incendiaires qui transportaient des explosifs et qui suscitent bien entendu beaucoup de tensions au sein des forces de sécurité et même dans la population civile. Le chef du Conseil souverain au Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé hier soir que l'objectif de sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un jour plus tôt, était de préserver la sécurité nationale soudanaise. J'ai entrepris cette démarche depuis la perspective de ma responsabilité de protéger la sécurité nationale soudanaise et d'assurer l'intérêt suprême du peuple soudanais, a déclaré le général Burhan dans un communiqué après avoir informé le Conseil souverain du contenu de son entretien non annoncé avec Benjamin Netanyahou.
Israël et le Soudan vont normaliser leurs relations. L'ancien allié de l'Iran veut désormais se rapprocher des États-Unis et sortir de son isolement. La rencontre du nouveau dirigeant soudanais et du Premier ministre israélien cette semaine en Ouganda est donc un tournant historique. Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Qui aurait cru que l'on verrait un jour la fin des 3 noms de Khartoum? Car en Israël, l'évocation du Soudan rappelle d'abord le premier sommet de la Ligue arabe réunie après la victoire de la guerre des 6 jours et sa résolution restée fameuse: non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non à la négociation avec Israël, les 3 noms. Évidemment, depuis, 2 États arabes, l'Égypte et la Jordanie, ont négocié, reconnu et fait la paix avec Israël. Les Palestiniens ont entamé un processus de règlement du conflit et les relations avec nombre d'États sunnites se sont, sinon normalisées, en tout cas amorcées. Mais la capitale soudanaise restait le symbole de ce front du refus et le Soudan, l'Eldorado des organisations terroristes, OLP inclus, qui venaient s'y approvisionner et s'y entraîner. Sans compter que le pays arabe d'Afrique de l'Est servait aussi de base avancée à l'Iran en mer Rouge. C'est ainsi qu'il pouvait notamment fournir des armes au Hamas, qui remontait vers le Sinaï par convoi routier. Ce sont plusieurs de ces cargaisons qui ont été détruites par Israël lors de frappes de son aviation entre 2009 et 2014, dont des missiles de longue portée qui devaient armer l'organisation terroriste palestinienne de la bande de Gaza. Avec le coup d'État militaire qui a mis fin au régime d'Omar al-Bashir en avril dernier, la destitution du dictateur accusé de génocide pour ses exactions au Darfour, la possibilité d'un changement de cap stratégique a commencé à émerger, alors que de premiers signes avaient déjà été donnés par le dictateur soudanais avant sa destitution. Lors de la visite à Jérusalem du président du Tchad, Idriss Déby, en janvier dernier, un autre pays longtemps hostile à Israël, on avait déjà évoqué officieusement la possibilité pour les avions de ligne israéliens de survoler le Soudan et raccourcir ainsi leur trajet vers l'Amérique du Sud. Contrairement à d'autres États d'Afrique, le Soudan n'a jamais reconnu ni entretenu de relations diplomatiques avec Israël. La rencontre lundi à Entebbe entre Benyamin Netanyahou et le général Abdel Fattah Bourhan à la tête du gouvernement soudanais de transition est donc la première du genre entre des dirigeants soudanais et israéliens. Le général Bourhan a déjà pris ses distances avec l'Iran, à qui il reproche son implication dans la guerre civile au Yémen, pour se rapprocher des États-Unis, et il a apparemment compris qu'un des moyens d'entrer dans les bonnes grâces de Washington passerait par un rapprochement avec Israël. Le dirigeant soudanais doit d'ailleurs se rendre dans quelques jours dans la capitale fédérale, invité par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. C'est le président ougandais Museveni qui a facilité et accepté d'accueillir la rencontre entre Netanyahou et Al-Bourhan, que ce dernier a d'ailleurs dissimulé jusqu'au dernier moment, y compris à son propre gouvernement. C'est en tout cas la poursuite de la politique du chef du gouvernement israélien entamée depuis 3 ans de restauration des liens entre Israël et l'Afrique, qui avait été rompu sous la pression des pays arabes après la guerre de 73. Explication de Pascal Sunshine. À 9 mois de la présidentielle américaine, Donald Trump a vanté hier ses promesses tenues et une économie rugissante devant le Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union. Pas un mot cependant n'a été prononcé sur son procès en destitution, même si l'issue de la procédure fait peu de doute et son acquittement est quasi certain. Le président américain a également évoqué l'élimination début janvier du général iranien Qassem Soleimani. Les détails, Daniel Haïk depuis la capitale israélienne. Trump a mentionné l'élimination de Qassem Soleimani et il a affirmé qu'il s'agissait là, je le cite, d'un boucher cruel et du terroriste numéro 1 au monde. À noter qu'en arrivant dans l'enceinte du Congrès, Trump a refusé de serrer la main de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, et qu'à l'issue du discours, cette dernière a publiquement déchiré le texte de l'allocution du président américain. Le groupe État islamique a préservé toutes ses capacités malgré la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi, a indiqué hier un rapport du bureau de l'inspecteur général du Pentagone. Selon cette source, le départ des forces américaines d'Irak conduirait probablement à une résurgence du groupe djihadiste. En Irak, les forces américaines ont suspendu leurs opérations contre le groupe État islamique après le raid américain qui a tué le 3 janvier à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani pour se focaliser sur la défense des installations et des troupes américaines
américaines déployées dans le pays. Le rapport de l'inspecteur général juge peu clair l'impact de cette pause sur l'État islamique et souligne que la reprise des opérations communes avec les forces irakiennes ne garantit pas le maintien de la présence militaire des États-Unis en Irak. Mais sans une présence militaire américaine, une résurgence de l'État islamique est probable, est-il ajouté. En décembre dernier, la Maison-Blanche a organisé une réunion secrète à laquelle participaient des représentants des Émirats arabes unis aux côtés de responsables israéliens et américains, a rapporté la chaîne israélienne 13. Selon cette source, la rencontre visait à établir une meilleure coordination entre les parties contre l'Iran et à tenter de conclure un pacte de non-agression entre Israël et les Émirats arabes unis en vue d'une éventuelle normalisation des relations entre les deux pays. Israël est arrivé en 8e position parmi les pays où le coût de la vie est des plus élevés au monde selon le classement publié aujourd'hui par le magazine Zero World. Israël se positionne devant Hong Kong, Singapour, les États-Unis ou encore la France classée à la 14e place. La Suisse et la Norvège ont obtenu respectivement les premières et deuxièmes places. Le classement prend en compte 5 paramètres principaux: le coût de la vie, le loyer, les prix dans les commerces, les prix dans les restaurants et le pouvoir d'achat. Israël a sa représentante pour l'Eurovision après une compétition très serrée. L'État hébreu a sélectionné hier Eden Alena. La jeune femme de 19 ans sera la première chanteuse d'origine éthiopienne à représenter Israël. Eden Alena, actuellement soldate de l'armée israélienne, est née à Jérusalem où elle a également grandi. La chanson qu'Eden Alena interprétera lors de la 65e édition de l'Eurovision le 16 mai prochain sera sélectionnée dans les prochaines semaines. Radio J, il est 14h12, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a affirmé hier que l'adolescente Mila et sa famille étaient protégées par la police depuis le 22 janvier en raison des menaces de mort qui la visent après qu'elle a critiqué l'islam. 15 jours après la publication de sa vidéo controversée, suivie d'une vague de menaces de mort et de viol, la lycéenne n'a toujours pas réintégré son établissement de Villefontaine où ces attaques ont provoqué l'indignation d'une partie des élèves. Elle se retrouve sans affectation scolaire dans l'attente d'une solution du rectorat. Bonjour Gilles Claverol. Bonjour. Vous êtes cofondateur du think tank L'Aurore, cofondateur du Printemps républicain et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Comment se fait-il que les féministes soient si silencieux sur cette affaire Mila ? Oh, il n'y a pas qu'elle. Il y a les féministes, il y a les associations LGBT et il y a les partis politiques, alors en mode dégradé avec plus ou moins de retard ou plus ou moins de gêne selon les uns et les autres. Et il y a encore les associations antiracistes, du moins presque toutes, alors que ce qu'a subi Mila, c'est un déferlement d'insultes, d'injures, de menaces de mort, de promesses de viol. Et ce qui s'est passé est d'une violence extrême. Et en effet, c'est le silence le plus total. Alors que ce qui est bien en cause dans les attaques qu'elle a subies, c'est sa liberté d'expression, c'est sa dignité, sa liberté de femme, d'homosexuel, de jeune personne qui exprime ses idées. C'est tout ça qui a été mis en cause de la manière la plus violente qui soit. Et c'est même pas du retard à l'allumage ou de la gêne qu'on constate chez certains militants ou dans certaines formations politiques. C'est un silence assourdissant et une impossibilité à nommer les choses clairement. Et je trouve que pour le débat public, c'est très inquiétant, c'est très préoccupant. Parce que si on n'est plus capable de dire ce que c'est la liberté d'expression, à quoi ça doit servir, et qu'on ne sait plus la défendre, il y a de quoi être inquiet pour la démocratie. Mila et sa famille sont sous protection policière. La jeune de 16 ans a été menacée de mort, a dû quitter son lycée. Enfin, en tout cas, elle est déscolarisée. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société ? Est-ce dans la lignée des attentats de Charlie Hebdo ? Ça a quelque chose à voir parce que, ou du moins pas les attentats eux-mêmes, mais les réactions qu'il a pu y avoir après les attentats, où immédiatement on essaye d'effacer le drame qui vient de se produire, le fait qu'il s'agissait d'attaques djihadistes perpétrées au nom d'une certaine vision de l'islam, et de renverser ça en intentant un procès global en islamophobie, y compris à ceux qui descendaient dans la rue pour dire leur solidarité et leur émotion. Là, c'est un petit peu la même chose, puisque ce qui est en cause, c'est le fait
s'en prendre au Coran, à une religion, aux religions en général d'ailleurs, hein, parce qu'elle a bien précisé son exécration de toutes les religions. Elle l'a dit dans les termes les plus crus, mais qui sont ceux de son âge d'abord, et puis ceux de son énervement. En plus, elle venait de se faire littéralement agresser par l'un des garçons avec qui elle échangeait, voilà. Et c'est précisément sur cet aspect de religion qu'elle a été agressée. Donc il y a un vrai sujet là. On sait très bien qui sont les agresseurs. Hein. Ce sont de jeunes musulmans qui s'estiment blessés dans leur dignité de musulmans. Alors évidemment c'est une minorité, mais enfin c'est une minorité quand même qui a été nombreuse, sonore et particulièrement agressive, puisque elle a dénombré jusqu'à 200 insultes à la minute. Donc c'est très violent. Et puis quand on lit les messages, on est absolument terrifié, parce que ce sont des messages d'une violence et d'une brutalité invraisemblable. Donc ça, il faut pouvoir le dire. Évidemment que c'est une minorité. Évidemment que l'essentiel des musulmans ne sont pas concernés. Évidemment que d'une manière générale, les croyants aspirent à être respectés. Et ça, c'est parfaitement naturel, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens, cathos ou bouddhistes ou toute autre religion. Mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment la liberté de chacun qui est en jeu. Et si c'est la liberté d'une non-croyante, un jour ce sera la liberté d'un croyant qui sera menacée de la même manière. C'est de ça qu'il faut prendre conscience. Alors justement, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait affirmé il y a quelques jours que les propos de Mila étaient une atteinte à la liberté d'expression avant de se rétracter. Faut-il revoir le droit au blasphème ? Parce que c'est ça que un peu cette affaire pose. Oui, enfin, elle a rétro-pédalé difficilement, mais au bout de 24 heures, elle a confirmé ce que tout le monde a vu immédiatement, c'est qu'elle a dit quelque chose qui est absolument faux et totalement contraire au droit tel qu'il est. C'est pas la liberté c'est pas critiquer les religions qui est interdit ou qui est condamnable. C'est d'insulter des personnes à raison de leur religion ou d'autres critères comme leur nationalité ou leur origine, leur couleur de peau. Mais critiquer les religions, c'est parfaitement permis et il n'y a certainement pas lieu de revenir là-dessus, puisque ce serait revenir sur la loi de 1881 et recréer le droit, la condamnation du blasphème. Et ça, c'est pas conforme du tout avec l'esprit de notre démocratie laïque. Donc il est surtout pas question de revenir là-dessus. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'une garde des Sceaux, professeur de droit, ancienne membre du Conseil constitutionnel, fasse un tel contresens juridique grossier. Et ça, c'est vraiment problématique. Et ça dit quelque chose de désatermoiement et du en même temps qui, sur des sujets comme ça, est totalement impraticable. Il conduit à une confusion des esprits qui, malheureusement, se diffuse, se capillarise à l'ensemble du pays. Gilles Clavreul, l'opinion publique est partagée sur cette histoire. Un sondage IFOP dans Charlie Hebdo aujourd'hui révèle qu'il y a 53% de « je suis Mila » et 47% de « je suis pas Mila ». Est-ce que la majorité est prudente sur cette affaire à cause de l'opinion ? C'est précisément ce qui devrait la rendre non pas imprudente, mais décidée et claire. C'est-à-dire que si on ne clarifie pas les choses et les notions, il est normal que l'opinion publique soit déboussolée et qu'on ne sache plus très bien s'il y a un blasphème ou s'il n'y a pas de blasphème, si on a le droit de dire certaines choses ou pas. Donc c'est l'inverse en quelque sorte. En fait. Que les gens réagissent en disant proférer des insultes, des gros mots jurés comme un charretier, c'est pas forcément génial, on peut le comprendre, on peut l'admettre. Mais le simple fait d'ailleurs de mettre le mot blasphème dans le sondage était peut-être pas très adroit, parce qu'il n'y a pas de blasphème. Il faut bien rappeler ça. Ça n'existe pas, le blasphème en droit. Donc là, il ne s'agit pas de blasphème, il s'agit d'un droit de critique à l'égard d'une forme particulière de conviction qui est une religion. Mais il n'y a pas de blasphème, ça n'existe pas. Donc c'est bien parce que les élites politiques se montrent terriblement confuses, les élites intellectuelles aussi, sur ces sujets-là, et d'une prudence ou d'une timidité qui s'explique aussi par des arrière-pensées électoralistes. Il ne faut pas se cacher les choses. C'est bien pour cette raison-là que les Français se montrent déboussolés. Et ça montre aussi quelque chose, c'est qu'en dépit des déclarations des docteurs Tant Mieux, de l'Observatoire de la laïcité, qui nous disent qu'un travail formidable a été fait pour expliquer ce qu'est la laïcité, on voit bien qu'il n'en est rien, et qu'un énorme travail, au contraire, reste à engager, qui n'a au fond jamais été, pour expliquer ce qu'est la liberté d'expression, la liberté de conscience, et pour les défendre, et pour expliquer
ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire pression sur des individus pour justement atteindre leur liberté de conscience. Qui a été victime d'une atteinte à ses libertés? C'est Mila dans cette affaire. C'est pas les musulmans. C'est cette inversion des rôles qui est problématique, et on voit bien que c'est la confusion des esprits qui est en train de s'installer ou de se réinstaller, et que de temps perdu et que de terrain perdu, surtout depuis la mobilisation Je suis Charlie. Enfin, en 5 ans, moi je suis assez effrayé de voir à quel point l'état de l'opinion publique, l'état de la mobilisation sur ces questions a régressé, et on le voit dans un certain nombre de territoires malheureusement. Et ça, si on veut faire quelque chose contre ça, il faut que la parole publique soit claire. Moi, je constate que la parole publique aujourd'hui n'est pas claire. Ça concerne le gouvernement certainement, l'exécutif, le président de la République. Ça concerne également et la droite et la gauche, qui n'ont pas beaucoup de leçons à donner, parce qu'on a vu de la gêne à gauche, on a vu de la gêne à droite. Et la seule formation politique qui en profite, on le sait très bien dans ce contexte, c'est l'extrême droite. Donc le vrai danger politique est là. Est-ce que toute cette affaire Mila montre un certain nivellement par le bas du débat public, comme l'affirme un article de Slate? Médias politiques publics ont quand même tous réagi aux déclarations d'une jeune lycéenne de 16 ans à peine. Si on devait réagir à toute insulte à la religion d'adolescents, on y passerait nos journées, non? Mais ça c'est l'attitude circuler, il n'y a rien à voir. Moi je veux bien, mais cette polémique, personne l'a inventée. Elle s'est déclarée toute seule, et si beaucoup s'en sont emparés, c'est pas pour fabriquer à partir de rien un événement qui ne devrait pas en être un. C'est parce que ça pose une vraie question de liberté fondamentale. Qu'une jeune fille ne puisse plus aller au lycée normalement parce qu'elle a dit qu'elle exécrerait la religion, mais on est où là? Il faut se réveiller. C'est complètement fou. C'est hallucinant. Parce que par ailleurs, je peux vous trouver la séance tenante en moins de 5 minutes, 50 propos 10 fois plus infâmes sur les réseaux sociaux, qui n'enclenchent pas du tout le même genre de polémique, mais qui n'ont surtout pas les mêmes conséquences pour les intéressés. Vous avez des gens qui, depuis des années, insultent et menacent de mort et tiennent des propos racistes, homophobes, antisémites sur les réseaux sociaux, et qui continuent à le faire en toute impunité. Et là, vous avez une jeune fille qui dit quelque chose qu'on peut trouver excessif, bien évidemment, donc on peut contester la forme, mais qui est parfaitement légal et qui est parfaitement son droit, et elle est menacée de mort. Et sa sécurité est en danger. Vous savez, à un moment donné, quand d'un côté vous avez des arguments et de l'autre côté vous avez des gens qu'on est obligé de protéger, de mettre sous protection policière, et qui ne peuvent plus vivre normalement, aujourd'hui ça touche une lycéenne. Hier c'était des gens comme Philippe Val, comme Caroline Forest, comme Mohamed Sifaoui, des gens qui alertent depuis longtemps sur un certain nombre d'idées, qui sont pas des fous, qui sont pas des extrémistes, qui sont des gens sérieux et responsables. Et ben ils peuvent pas vivre comme vous et moi, parce qu'ils sont menacés de mort en permanence. C'est ça le vrai débat. Donc il est tout à fait normal et légitime que cette polémique ait fait réagir et qu'elle ait suscité de l'émoi. En revanche, ce qui est anormal, c'est qu'il y ait des gens pour dire chut, silence, parlons-en le moins possible, il faut surtout pas soulever le couvercle. Bah si, il faut soulever le couvercle et il faut purger et crever l'abcès. Merci beaucoup Gilles Clavreul. Je rappelle que vous êtes cofondateur du think tank L'Aurore, cofondateur du Printemps républicain et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Au revoir et à bientôt sur Radio J. Merci Gabriel, au revoir. Aux États-Unis, les premiers résultats des caucus de l'Iowa ont fini par être publiés par le Parti démocrate. Sur 71% des bureaux de vote dépouillés, le candidat Pete Buttigieg fait la course en tête des primaires de son parti dans l'Iowa, selon des résultats partiels des bureaux de vote, devançant le sénateur socialiste Bernie Sanders. Pete Buttigieg, 38 ans, ancien maire d'une ville moyenne de l'Indiana, obtient 26,8% des délégués sur ce dépouillement partiel, devant Bernie Sanders à 25,2%. Et Elizabeth Warren est à 18,4% et l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, essuie un revers, terminant 4e à 15,4%. Le président turc Recep Erdogan a sommé aujourd'hui le régime de Bachar al-Assad de retirer ses forces des abords de postes d'observation construits par Ankara dans le nord-ouest de la Syrie, menaçant de recourir à la force dans le cas contraire. 2 de nos 12 postes d'observation se trouvent derrière les lignes du régime. Nous espérons que le régime se retirera au-delà de nos postes d'observation avant la fin du mois de février. Si le régime ne se retire pas, la Turquie sera dans l'obligation de s'en charger, a déclaré Recep Erdogan lors d'un discours à Ankara. Ces déclarations interviennent au surlendemain de combats d'une violence inédite entre l'armée turque et les forces du régime de Bachar al-Assad dans la province d'Idlib, qui ont fait plus de 20 morts.
Et enfin, retour en France, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce aujourd'hui dans Le Parisien qu'elle ouvrira le réseau de banlieue d'Île-de-France à la concurrence pour notamment faire baisser les tarifs. L'ancienne responsable des Républicains indique également qu'elle souhaite que le métro et le RER s'ouvrent aux opérateurs privés d'ici 2030. Valérie Pécresse compte sélectionner les nouveaux opérateurs du réseau transilien en organisant le match entre opérateurs publics ou privés, détaille-t-elle encore dans le quotidien régional, ce qui permettrait, assure-t-elle, de baisser les coûts et améliorer le service. L'autre argument de Valérie Pécresse pour mettre fin aussi vite que possible au monopole dont bénéficient la RATP et la SNCF depuis plus de 70 ans, c'est d'éviter la paralysie en cas de mouvement social, a prévenu la présidente de région après la grève qui a paralysé les transports franciliens plus d'1 mois cet hiver. Elle appelle à ce titre le gouvernement à mieux encadrer le droit de grève en imposant un service garanti aux heures de pointe et la réquisition de conducteurs réservistes. Radio J, il est 14h28, c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h et dans un instant vous retrouvez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Bon après-midi à tous.